Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé Tabac et gestion du poids, dont les intervenants sont Madame Sandra Brun-Zaragoza et Madame Audrey Thomasin. Ce webinaire est organisé par le CRES dans le cadre du projet Moi sans tabac 2020 qui est financé par Santé publique France et par l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc je me présente, je lève la main puisque avec les masques on ne nous voit pas bien. Marion Sylvain, je suis chargée de projet au comité régional d'éducation pour la santé et je suis accompagnée de ma collègue Lisbeth Fleur qui est responsable de communication au CRES. Donc, nous animerons toutes les deux aujourd'hui ce webinaire, mais je vais d'abord vous présenter rapidement le CRES, le Comité régional d'éducation pour la santé, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc, le CRES est un centre ressources généraliste en éducation pour la santé en santé publique, qui œuvre dans une approche globale de la santé. Donc, le public que nous accompagnons sont les professionnels de santé, les professionnels du social et de l'éducation pour la santé de la région, ainsi que les élus. Donc, nous sommes un dispositif régional de soutien aux politiques et aux interventions en prévention et promotion de la santé. Et donc, nous proposons de nombreux services, dont les formations, conseils en méthodologie, évaluation, les prestations documentaires, des actions de communication, pour ne citer que. Et nous participons, donc le CRES participe également à la définition des politiques de santé et nous impulsons des programmes régionaux en lien avec les partenaires dans les départements et notamment les CODES, les comités départementaux d'éducation pour la santé. Donc, parmi le rôle du CRES, nous avons le rôle d'ambassadeur du Mois sans tabac. Donc, un rôle qui consiste à relayer la campagne d'ampleur nationale de Santé publique France et à mobiliser les acteurs pour qu'ils puissent mettre en place des actions de terrain. Donc, le Mois sans tabac en région PACA, c'est chaque année à peu près 250 acteurs qui se mobilisent pour plus de 400 actions. Donc, nous sommes actuellement en bilan de l'année 2020. Avant de commencer, peut-être nous souhaitons vous dire deux mots sur la campagne qui est mise en place actuellement par Santé publique France sur tabac en lien avec la Covid-19. Donc, je laisse la parole à Lisbeth. Oui, rapidement, un mot sur la nouvelle campagne de Santé publique France et du ministère de la Santé que peut-être vous avez vu récemment. Elle a été annoncée il y a quelques jours à l'occasion de la présentation de la stratégie nationale de lutte contre le cancer. Et Santé publique France rappelle donc, dans le contexte de la crise sanitaire, les actions de lutte contre le tabagisme doivent continuer. Et après Moi sans tabac, l'agence lance une nouvelle campagne de communication pour motiver les fumeurs et les aider à réussir leur sevrage en période de Covid-19. Donc, c'est une campagne qui va durer 1 mois jusqu'au 5 mars prochain. Une campagne de soutien et d'orientation vers les dispositifs comme Tabac Info Service, et qui est déjà diffusée sur le web, les réseaux sociaux, en radio et dans la presse. Vous pouvez en voir un exemple dans la Provence d'aujourd'hui, et que l'on est invité à relayer dans nos outils de communication. Merci. Donc, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on essaiera d'y répondre au mieux pour relayer cette campagne sur la lutte contre le tabac en lien avec la Covid-19. Donc, on va revenir au webinaire Tabac et gestion du poids qui fait partie en fait d'une série de 8 webinaires dont les premiers ont été organisés dès septembre. Donc, aujourd'hui, il nous paraissait important de pouvoir traiter cette question de la gestion du poids en lien avec le tabac. Puisque c'est vraiment un besoin qui est remonté du terrain, en tout cas en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, pour vous présenter ce sujet-là, nous avons fait appel à 2 professionnels, donc à Sandra Brun-Zaragoza et à Audrey Thomasin que je vais présenter. Donc, Sandra, vous êtes infirmière libérale et tabacologue depuis 2012 et vous êtes formée à l'éducation thérapeutique du patient. Et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage qui est sorti en 2019, Arrêt du tabac, les clés de la réussite. Donc, Audrey, vous êtes diététicienne,
libéral depuis 2009 et vous êtes également formée à l'éducation thérapeutique du patient. Je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, deux aspects vont être abordés. Ça va être l'impact de la consommation de tabac sur le poids et le comportement des fumeurs, et ensuite l'impact de l'arrêt du tabac sur les comportements alimentaires des fumeurs et donc le poids. Donc pour ça, on débutera avec une intervention de Sandra Brun-Zaragoza, qui est tabacologue, comme je le disais, et puis Audrey Thomasin, diététicienne. Bonjour à tous. Merci au CRESPACA pour sa sollicitation pour ce projet, ce webinaire intéressant, qui effectivement est ressorti. Ce sont des questions qui ressortent très fréquemment, notamment sur la page du mois Facebook du mois sans tabac de la région. Donc effectivement, c'est une préoccupation. Donc, que dire par rapport à cette question? Alors, qui est tout à fait classique, hein, ce problème de la gestion du poids et le risque de prendre du poids au moment de l'arrêt du tabac. Effectivement, on est toujours concerné par le problème, c'est quelque chose qu'on aborde tout le temps, parce que non seulement la prise de poids peut présenter un frein au sevrage tabagique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont motivées, mais qui ont peut-être déjà des problèmes ou pour lesquels le poids, la prise de poids est un problème. Donc effectivement, ça va présenter un frein. Et puis, c'est une aussi des causes de la reprise du tabagisme. Donc, en tant que tabacologue, effectivement, c'est un sujet qu'on étudie et qu'on suit de près, qu'on aborde systématiquement avec les fumeurs. Donc, cette prise de poids, il faut savoir qu'effectivement, sur certaines statistiques, donc celles que j'ai là, que je vous ai présentées en 2017, c'est quand même 9% des personnes interrogées qui disent avoir refumé parce qu'elles n'acceptaient pas la prise de poids. D'où l'intérêt d'en parler en amont avec la personne et puis d'évaluer vraiment ce risque. En cas particulier comme en cas général. C'est quelque chose qu'on aborde. Bon, ce qu'il faut savoir effectivement, mais ça les professionnels le savent, hein, c'est quelque chose de classique, c'est que ce n'est pas systématique. Effectivement, vous allez voir des personnes qui vont prendre beaucoup de poids et certaines personnes qui ont arrêté le tabac et qui n'auront pas pris du tout de poids, voire qui auront minci. Donc, les statistiques, elles datent de 2008, mais c'est généralement, ça reste assez stable. C'est quand même 20% de personnes qui n'en prennent pas. Donc, c'est important de le repréciser. Il y en a 30% qui perdent du poids parce que quand on s'instaure, quand on commence à s'engager dans un projet d'arrêt de tabac, en fait, c'est une préoccupation qui se pose très rapidement. Donc, si on le prépare bien et si on a mis déjà en place certaines pratiques, certains outils qui vont nous aider à la mesurer et puis surtout à faire en sorte qu'il n'y en ait pas beaucoup, il y a même des personnes qui vont perdre du poids avec une hygiène alimentaire. Bon, on reviendra sur ces détails, mais c'est important de le dire. Et il y a à peu près la moitié qui vont prendre entre 2 et 6 kilos. C'est une grosse moyenne, hein, ça va dépendre de l'âge. C'est un gros écart, mais c'est entre 2 et 6 kilos et qui garderont entre 1 et 2 kilos l'année suivante. C'est-à-dire qu'après, il y a une régulation qui va se faire dans l'année qui suit l'arrêt du tabac et logiquement, ils vont perdre les kilos supplémentaires qui sont pris en plus, quoi. On va revenir là-dessus. Et au-delà de 10 kilos, on considère que c'est souvent l'expression d'une compensation orale pour lutter contre l'anxiété, voire la dépression induite par le syndrome de sevrage, qu'on va développer un peu plus tard, bien entendu. Donc, comment expliquer cette éventuelle prise de poids au moment du sevrage tabagique? Tout d'abord par les effets métaboliques de la nicotine. La nicotine, effectivement, par rapport à ses effets, on va considérer que dans la pratique, hein, un fumeur pèse en moyenne 1 à 2 kilos de moins que son poids normal s'il ne fumait pas. Effectivement, donc pourquoi? Parce que la nicotine, elle va favoriser donc les dépenses énergétiques. Hein, un fumeur qui fume 20 cigarettes par jour va perdre en général, va dépenser entre 200 et 300 calories jour.
Le deuxième effet, c'est qu'elle augmente la lipolyse, donc la destruction des graisses. Elle va réduire également le stockage des graisses et elle a un effet hyperglycémiant. Donc tous ces effets-là de métabolique même de la nicotine vont faire que le fumeur va peser 1 à 2 kg de moins que son poids normal. Déjà, ça c'est bien de l'expliquer aux fumeurs. En deuxième, une autre piste qui explique effectivement qu'il peut y avoir une prise de tabac, une prise de poids à l'arrêt du tabac, c'est qu'effectivement, dans la fumée de cigarette, il y a des composants chimiques qui vont altérer et inflammer les récepteurs du goût et de l'odorat, d'où un mauvais fonctionnement. Donc la majeure partie de l'information chimique provient en fait de l'olfaction. Et à l'arrêt du tabac, mais finalement, on retrouve cette fonction, la qualité de ses sens. Manger devient bien plus agréable, les odeurs invitent à plus de plaisir gustatif et on reste un peu plus longtemps à table. Voilà, donc c'est vraiment dû aux composants chimiques de la fumée. La dépendance chimique, le syndrome de sevrage, est le principal responsable, enfin, c'est-à-dire on le connaît très bien maintenant et c'est vraiment le syndrome de sevrage qui va faire qu'il va y avoir un risque très élevé d'avoir une prise de poids. Donc là, on revient à quelque chose vraiment de pharmacocinétique au niveau de la nicotine et de la dépendance. Donc le tabac, avec la présence notamment en grande partie de la nicotine, puisque c'est elle qui est responsable de la dépendance, va agir sur le circuit de récompense au niveau du cerveau, au niveau du noyau d'accumbens, elle va venir agir au niveau du circuit de la récompense, de la gratification au moment des shoots de nicotine, successifs à chaque cigarette, et ainsi va s'installer la dépendance. Donc là, le petit schéma, ça vous montre les shoots de nicotine à chaque cigarette, avec bien entendu ce shoot qui ne va pas durer, qui va déclencher les hormones de plaisir, notamment la dopamine, ensuite avec les autres cascades de neurotransmetteurs. Et avec ces shoots de nicotine, si vous voulez, comme ça ne dure pas sur toute la journée, il va y avoir un moment où on va arriver à un seuil de manque. Et successivement comme ça, il va falloir reprendre à chaque fois le shoot pour pouvoir récupérer le plaisir et la satisfaction due à l'inhalation. Donc cette dépendance, les vertus des récompenses des drogues ont été connues depuis déjà bien les années 1960. Donc cette dépendance va s'installer et donc par rapport au circuit de récompense, il va y avoir une envie irrépressible de retrouver cette gratification. Donc, quand vous avez une diminution importante ou un arrêt brutal des apports en tabac chez un fumeur, va se produire le sevrage tabagique, le syndrome, avec une souffrance de sevrage. Donc, les signes de ce sevrage, ils sont importants ils sont observables, ils sont importants à être repérés. Pourquoi? Parce que l'importance du syndrome de sevrage va être corrélée au risque de prendre du poids. Effectivement, on le détaillera un peu plus, mais les signes observables, ça va être l'humeur triste, qui peut aller jusqu'à une dépression, l'insomnie, les troubles du sommeil, l'irritabilité, la frustration, la colère, l'anxiété, les difficultés de concentration, de l'agitation, le ralentissement du pouls et l'augmentation de l'appétit. Donc plus le fumeur est dépendant au tabac, plus le syndrome de sevrage risque d'être présent et important. Il peut y avoir 1, 2, 3 ou tous les signes que je vous ai cités. Et un des signes les plus importants à repérer, c'est quand même la présence du craving. Le craving, c'est vraiment ça se traduit vraiment sous la forme d'une urgence, d'une impossibilité qui s'impose à la personne, une urgence de prendre une cigarette, mais sous une forme de pulsion irrépressible, qui est difficilement contrôlable par la volonté. Le tabac, il partage artificiellement cet effet de récompense, de gratification sur le
cerveau avec de nombreuses expériences, comme un bon repas, comme le fait de s'alimenter. Manger fait partie des comportements de survie. Hein. Notre cerveau archaïque est là pour nous maintenir en vie. C'est pour ça qu'il y a ce système de récompense qui a été mis en place et qui s'est mis en place. Et effectivement, manger fait partie aussi de ces comportements de survie, pour laquelle notre participation est nécessaire et donc est renforcée par ce système de récompense. Donc plus le fumeur souffrira du manque de tabac, plus il va devoir compenser, remplacer la source de plaisir perdu. Il va y avoir un transfert pour pouvoir récupérer le plaisir et pallier à ce manque. Donc il va adopter d'autres comportements puisqu'il va devoir s'abstenir de fumer. Donc ces comportements, je les ai appelés les comportements d'adaptation au manque, qui visent à compenser le manque de nicotine par le plaisir de manger. Puisque là, alors il y a d'autres comportements, hein, mais là, dans le cadre de ce webinaire, on s'est vraiment concentré sur dans quel comportement alimentaire on va compenser le manque de nicotine. Donc, ce fumeur abstinent, oui, effectivement, il va avoir tendance à avoir des comportements alimentaires compulsifs et irrépressibles pour lutter contre le craving. Donc, ça reprend reprend le schéma du circuit de la récompense. En fait, il est en souffrance parce qu'il est en seuil de manque. Donc, automatiquement, ça va être beaucoup plus. C'est là où je me permets une petite parenthèse sur la volonté. Souvent, c'est quelque chose qu'on entend, il faut avoir de la volonté pour pouvoir se maîtriser, pour pouvoir résister, etc. Alors, c'est quelque chose qu'on entend. Hein. Les tabacologues qui sont présents là maintenant sont d'accord pour parler de volonté dans une certaine mesure, puisque dans le circuit de la récompense, on voit bien qu'il y a beaucoup de difficultés à ce que la volonté intervienne. C'est quelque chose qui est réflexe, c'est dans nos réflexes archaïques, c'est dans les comportements de survie. Donc c'est important, je pense aussi, pour ceux qui ne sont pas tabacologues, de l'entendre là dans cette parenthèse sur le poids, parce que souvent c'est quelque chose qu'on entend au niveau des consultants. Hein. J'ai pas de volonté, j'y arriverai pas, c'est compliqué, je suis faible, etc. Enfin, tout ce qui est de l'ordre de cette dépréciation, puisqu'on a beaucoup parlé de volonté pendant beaucoup d'années. On mettait la réussite du sevrage que sur une question de volonté individuelle, alors que dans le circuit de récompense, on voit bien que ça va au-delà. Donc voilà, c'est ma petite parenthèse. Ils vont compenser cette perte. Alors, il y a des comportements d'adaptation qui est de l'ordre d'un réflexe, hein, d'une habitude de vie. C'est le fait de ce besoin de porter quelque chose à la bouche, d'occuper sa bouche, donc ça va être par de la nourriture, pour compenser le fait de ne plus avoir la cigarette. Hein. Il y a aussi le fait de compenser un besoin psychologique. Alors le tabac est pour certaines personnes utilisé comme, on va dire, régulateur de l'humeur. Donc quand vous allez perdre le tabac et la cigarette, il y a une oralité, il va y avoir un besoin psychologique de combler par l'oralité, qui est rassurante dès notre plus jeune âge, hein, par l'alimentation du bébé. Donc devant l'ennui, le stress ou l'anxiété ou encore la solitude, manger va apporter un réconfort psychologique. Et ça va pouvoir aussi répondre à la nécessité de se remplir pour combler un manque. Donc ce rapport à l'oralité est important avec cette connotation psychologique de rassurant. À noter aussi le fait qu'on peut glisser vers une autre dépendance, c'est-à-dire quelqu'un qui va avoir tendance à boire un peu plus d'alcool que d'habitude au moment du sevrage. C'est quelque chose qu'il faut noter, sur lequel il faut être vigilant. Donc en conclusion, face aux multiples facettes de la dépendance tabagique, hein, chimique, comportementale et psychologique, le fumeur en cours de sevrage est susceptible donc d'adopter des comportements alimentaires qui vont favoriser la prise de poids.
Alors, bien sûr, il y a le cas particulier des fumeurs qui utilisent le tabac, avant même d'avoir essayé d'arrêter de fumer, qui utilisent le tabac pour gérer leur prise de poids. Donc, dans ces moments-là, dans ce cas-là, le tabagisme n'est plus un écran de fumée qui cachait déjà des troubles alimentaires préexistants. Donc, pour ces personnes-là, la prise en charge va s'organiser autour de plusieurs acteurs de santé obligatoirement, médecins, tabacologues, diététiciens, psychologues, voire psychiatres, et puis l'entourage si la personne avait déjà été suivie pour des troubles alimentaires, on va se remettre en lien un peu avec ces acteurs-là. Il y a aussi le cas particulier de la femme enceinte, bien sûr, qui va arrêter de fumer, dont la gestion du poids, ça va être encore quelque chose de particulier, qui pourra être suivi conjointement avec son gynécologue et une diététicienne, au minimum. Donc concrètement, quelles vont être les actions du tabacologue dans la gestion du poids? Donc il y a une étude de cas qu'on vous propose, c'est donc le cas classique d'une dame de 45 ans qui souhaite arrêter de fumer et qui vient nous consulter. Donc c'est vrai qu'en dessous de 45 ans, j'ai très peu de demandes. Donc elle vient me consulter. Elle a déjà essayé d'arrêter de fumer plusieurs fois, elle a observé des évolutions sur son comportement alimentaire à chaque fois, et puis elle est un peu anxieuse quant à une prise de poids potentielle au moment du sevrage. C'est vraiment une question qu'on demande, même si la personne spontanément ne va pas dire « oui, bon, j'ai peur de prendre du poids, l'arrêt du tabac, ou j'ai tendance à être un peu forte », ou bon. C'est quelque chose qu'on demande systématiquement. Parce que, pour les raisons qu'on avait énoncées au départ, c'est quelque chose qui va vraiment pouvoir mettre en échec le sevrage. Donc même si la personne n'en parle pas, effectivement, on essaie de l'aborder avec elle systématiquement. Voilà, bon, ben voilà, on aborde systématiquement le sujet. Donc on va l'interroger en dehors de sa consommation, du bilan tabagique. On va l'interroger sur son hygiène alimentaire, sur son poids de santé, si elle a déjà eu des troubles alimentaires, une tendance à la boulimie ou pas, ou du moins quel est son rapport à son poids. Voilà, vérifier si la prise de poids est une peur, un frein au sevrage, l'informer sur ce risque de poids, sur les 2 à 3 kilos qu'elle peut être susceptible de prendre au moment du sevrage. Et puis on va recueillir dans l'entretien tous les éléments en faveur de ce risque, si elle a une bonne hygiène de vie, si elle est sédentaire, si elle vit dans une situation de précarité, si elle a des maladies favorisantes, etc. On va vraiment prendre le temps d'aborder ces sujets-là. Puis ensuite, on va conseiller, proposer des règles hygiéno-diététiques simples d'usage, effectivement, avant de voir s'il y a vraiment nécessité d'orienter vers un professionnel de l'alimentation. Enfin, qu'on l'oriente ou pas, c'est quand même des sujets qu'on aborde, et puis on va lui proposer des règles déjà, des conseils. Donc le travail, voilà, c'est vraiment de repérer, d'évaluer, d'agir sur les dépendances. On a vu qu'il y avait dans la nécessité, dans les comportements d'adaptation, ça va agir sur le côté, bien sûr, répondre au craving, qui est complètement physiologique. Ensuite, on va essayer la personne va répondre à du stress ou à des émotions, et puis il va y avoir un transfert des comportements alimentaires. Donc, ça va agir. Donc, nous, on va repérer, évaluer déjà les dépendances au tabac pour pouvoir évaluer la répercussion et le transfert sur le risque de prendre du poids. Donc, la première dépendance, c'est qu'on connaît globalement très bien, qu'on soit tabacologue ou pas, c'est la dépendance chimique ou pharmacologique, c'est-à-dire évaluer la dépendance de la personne à la nicotine. Donc il y a un test que vous connaissez certainement, c'est le test de Fagerström. Là, je vous ai mis la version que moi j'utilise, c'est-à-dire la longue de 6 questions. Vous pouvez l'avoir en 2 ou 3 questions selon les tests que vous allez utiliser.
Mais vous voyez à travers les questions qu'il s'agit vraiment de voir la capacité qu'a la personne à se priver, à se priver de nicotine. Parce que plus vous avez un taux élevé, un niveau élevé de dépendance, et plus votre risque de lutter contre le craving par de la nourriture est possible. Voilà, donc nous, notre boulot est vraiment d'évaluer cette dépendance et de pouvoir prédire en quelque sorte le risque de prise de poids. Ensuite, donc par rapport à ça, par rapport au cas concret, hein, si la personne a un risque a une grosse dépendance chimique, on va lui proposer des substituts nicotiniques, puisqu'il va falloir lutter contre le syndrome de sevrage, l'apparition des symptômes. Pour lutter contre ces symptômes-là, nous avons des substituts nicotiniques pour lesquels maintenant nous avons beaucoup d'études qui montrent quand même l'efficacité et notamment la réduction de prise de poids, parce que du risque du moins, parce que plus vous avez un syndrome de sevrage, plus vous allez compenser. Donc si vous êtes confortable dans votre sevrage, si vous n'êtes pas dans la privation et que vous supportez bien la baisse de nicotine, vous allez avoir moins tendance à compenser. Donc bien sûr, il faut assurer un bon dosage adapté aux besoins de la personne en nicotine et utiliser les différentes formes, notamment les formes orales qui sont intéressantes au moment des fringales. Une forme orale, c'est pas un bonbon qu'on avale ou un cachet qu'on avale en 2 minutes. Donc c'est quelque chose qui va rester entre 15 et 30 minutes dans la bouche, que ce soit les comprimés, bon, à part les sprays, mais quand il y a un problème de poids ou de risque de poids, que c'est quelque chose qui peut être problématique ou du moins qui peut freiner la personne dans son sevrage, effectivement, les formes orales sont très intéressantes. Après, on va regarder la dépendance comportementale et le comportement de la personne vis-à-vis de la cigarette, c'est-à-dire pourquoi elle fume au niveau du comportement. Alors, il y a plusieurs questions. Donc là, il y a un test de Horn qui est utilisé, que vous pouvez trouver pareil, hein, vous les avez, je crois, même dans les derniers kits du mois sans tabac. Il faut être particulièrement attentif aux questions F, H, QR, parce qu'elles vont traduire des automatismes, c'est-à-dire la personne qui a besoin de manipuler sa cigarette, qui a besoin de la garder à la bouche. Donc là, ça va traduire un risque de pouvoir transférer ce comportement et ces automatismes sur le comportement alimentaire. C'est des gens qui vont mettre des choses, qui vont manger ou qui vont mettre des choses à la bouche sans même se rendre compte qu'elles ont mangé, quoi. Par rapport à cette dépendance comportementale du tabac. Donc le test de Horn, il nous renseigne vraiment sur l'analyse du comportement tabagique. Hein. Donc on va relever ces comportements, déjà pour pointer avec la personne, faire pointer pourquoi elle fume, qu'est-ce que révèlent ces comportements, pour qu'ils en soient conscients et qu'ils soient vigilants. Et on va l'aider à choisir des comportements de substitution, boire beaucoup d'eau, mâcher longuement, manger des aliments plutôt solides mâcher des pommes plutôt que des compotes, par exemple, fractionner des repas pour qu'ils puissent manger un peu plus longtemps sur la journée, parce que les cigarettes, c'est tout au long de la journée. Boire à la paille, moi j'ai trouvé que c'était quelque chose dans ma pratique qui était intéressant aussi. Parce que il y a cet aspect, je garde la paille à la bouche, quoi. Donc qui a cette forme cylindrique comme une cigarette, et puis en plus le fait de se remplir. Voilà, donc c'est quelque chose que moi je conseille très souvent. Ensuite, donc on va aussi évaluer la dépendance psychocomportementale. Donc au-delà, on vous met souvent 2 ou 3 dépendances. Moi, je fais la différence entre la comportementale, vraiment presque la manie, plus que psychologique. Hein, c'est pas quelque chose de vraiment réfléchi ou sur lequel on peut agir au niveau psychologique. Et la dépendance psychocomportementale qui, elle va avec, fonctionne ensemble dans le sens où c'est la pensée qui va déclencher le comportement avec l'émotion. Donc, dans le test de Horn, on peut retrouver aussi des éléments qui vont nous renseigner sur cette dépendance.
pour pouvoir encore prévenir les comportements alimentaires à risque. Donc ça va être les personnes qui vont vous dire moi je mange pour lutter contre l'ennui ou contre le stress. C'est quelque chose, on parle aujourd'hui du risque de prise de poids, mais sur notre premier schéma où il y avait, notre première étude où il y avait les pourcentages de risque, pas de risque, mais de reprise du tabagisme, il y avait le stress. Hein. Donc tout est lié. Donc toutes les réponses relatives à la recherche d'état émotionnel doivent être relevées et évaluées au regard du risque des comportements alimentaires, puisqu'ils vont essayer de ce que le fumeur gérait avec sa cigarette, il va le gérer avec des comportements alimentaires. Donc dans tous les cas, par rapport au suivi, par rapport au cas concret, c'est toujours intéressant. Hein, ça peut toujours être judicieux de travailler dans les sevrages, même classiques. C'est toujours intéressant de travailler en équipe, bien entendu, avec plusieurs professionnels, psychologues et ou diététiciens, et formés aux thérapies comportementales, cognitivo-comportementales, puisque c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir agir en termes de risque de reprise du tabagisme, mais aussi des comportements alimentaires. Mais ça, je pense que tous les diététiciens qui sont présents ici et psychologues connaissent les TCC. Voilà, donc quelle pensée va déclencher quelle émotion qui va déclencher notre comportement. Et en fait, le travail, ça va être vraiment de casser ce cercle vicieux. Donc effectivement, selon l'état émotionnel recherché, que ce soit l'apaisement ou la lutte contre l'anxiété, il y a des outils complémentaires, supplémentaires qu'on peut utiliser par les professionnels de santé formés. J'avoue que je travaille qu'avec des professionnels de santé qui vont être formés à l'hypnose ou à la relaxation ou la méditation ou d'autres outils supplémentaires qui vont pouvoir compléter cette offre de soutien et de suivi autour de la problématique du tabagisme. Donc la gestion du poids, pour conclure, c'est largement fait partie intégrante du suivi par le tabacologue. Cependant, c'est vrai que l'intervention d'un professionnel de l'alimentation est une plus-value pour optimiser l'arrêt, mais aussi la pérennité du sevrage, parce que en tant que tabacologue, mes collègues, ceux qui sont présents ici, je pense, ont constaté la même chose, c'est qu'il est difficile de garder des consultations avec la personne en cours de sevrage au-delà d'un an, même je dirais 6 mois. C'est assez compliqué de les motiver à revenir régulièrement et de pouvoir se dire qu'il y a un diététicien qui va suivre la partie alimentaire, ça va pouvoir aussi pérenniser l'arrêt. Donc c'est toujours important et une plus-value, je pense, pour optimiser l'arrêt, de faire appel à des professionnels de l'alimentation. Voilà pour ma conclusion. Alors là, on va faire un petit peu le point sur la partie prise en charge diététique, même si Sandra aborde déjà beaucoup de sujets. On va essayer de travailler un petit peu tout ce qui est les mécaniques psychocomportementales qui peuvent être en lien avec le sevrage tabagique. Et donc, du coup, on a vraiment cette mécanique-là autour de l'oralité, comme Sandra a pu l'aborder. On se rend vraiment compte que un fumeur en sevrage tabagique va avoir vraiment cette mécanique de conserver, porter quelque chose à la bouche, en fait, finalement, on l'a entendu assez régulièrement. Donc, est-ce que finalement la seule possibilité ce serait de manger ? Je pense que oui. En tout cas, c'est ce qui ressort dans cette mécanique-là. Quand le trouble de l'oralité est vraiment trop marqué chez le fumeur en sevrage tabagique, manger va devenir sa mécanique principale. On a en parallèle une mécanique autour des papilles qui vont se mettre en place. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tout à fait la répartition des papilles sur votre langue, mais globalement, on a le bout de la langue qui va être sucré, un petit peu plus là sur le côté, mais toujours en bas, on va avoir le salé. Dans le fond de la langue, on va avoir l'amer.
Et sur les côtés hauts, on va avoir vraiment les goûts acidulés. Et on se rend vraiment compte que finalement, tout ça est altéré par la nicotine. Donc, globalement, ce que l'on sait, c'est qu'on a une altération des seuils olfactifs qui est constatée chez le fumeur de l'ordre de 14% à peu près. C'est vraiment l'autodestruction des neurones olfactifs qui sont là. Et les goûts sont altérés par l'obstruction des papilles par la nicotine. Donc, ce qui est intéressant, c'est que de savoir qu'au moment où le sevrage va se mettre en place, le fait de diminuer cet apport en nicotine va vraiment améliorer les goûts et assez rapidement, puisqu'il s'est constaté entre 2 et 15 jours en fait à la suite du sevrage tabagique. Et ce que l'on sait, c'est que le renouvellement papillaire, globalement, intervient perpétuellement, on va dire à peu près toutes les dizaines de jours. Donc, on a vraiment une mécanique où, finalement, ce besoin de manger va venir être couplé avec une évolution des goûts, du plaisir alimentaire, donc du coup, de cette satisfaction. Hein, ça rejoint ce que disait tout à l'heure Sandra avec les mécaniques de récompense que pouvait mettre en place le tabac. Puis il y a toute une part comme ça qui est intéressante autour de la bouche. Donc c'est vrai qu'on abordera le sujet tout à l'heure quand je vous ai fait deux petits cas particuliers en préventif et en curatif, mais globalement on va avoir tout un travail en tant que diète à amener le patient à redécouvrir toute cette sphère d'oralité. Alors on a plusieurs techniques hein, que l'on peut utiliser. Et c'est vrai que ce qui fonctionne bien dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, l'alimentation en pleine conscience, le mindful eating. On est de plus en plus nombreux à être formés là-dessus, mais globalement, c'est être pleinement présent, à la prise alimentaire. Donc en cabinet, on peut tout à fait faire des séances de dégustation sur certains types de produits. Qu'est-ce que je peux vous ajouter sur le sujet? Globalement, on a une consommation chez le fumeur du fait de ces saturations papillaires, une consommation bien souvent plus salée et plus sucrée. À savoir que le plus sucré, c'est également quelque chose qui va venir atténuer cette troisième partie un petit peu plus psychologique autour de l'anxiété, de la frustration, vraiment ces aliments qu'on va appeler un peu plus des aliments doudous. Et le patient va pouvoir revenir assez souvent sur cette mécanique-là. Donc c'est pas grossier de dire que bien souvent on peut avoir effectivement une alimentation plus compulsionnelle, plus émotionnelle, mais surtout sur une mécanique à tendance sucrée. Donc voilà pour la petite partie un peu psycho-comportementale qu'on va pouvoir un peu plus détailler si vous avez besoin de précision avec les prises en charge. Donc globalement, en préventif, on va être vraiment sur une population qui souhaite arrêter de fumer, qui est soit des gens en surpoids, soit pas du tout, mais ayant vraiment cette crainte de prendre du poids. Comme le disait Sandra, c'est vraiment un des facteurs les plus limitants souvent dans la décision d'arrêter de fumer. Et petit point secondaire, ça peut être tout à fait un patient qui est allé consulter, que ce soit son médecin, son tabaco, et qui peut être réorienté du coup par ce professionnel de santé là. Ce qui est intéressant dans la prise en charge la pluridisciplinaire, c'est que le patient va pouvoir être vraiment accompagné précisément avec chaque sujet, et le travail va être beaucoup plus profond et, comme disait Sandra, beaucoup plus pérenne sur le long terme. Donc, on a un objectif diététique en préventif, c'est vraiment d'essayer d'apporter un cadre physiologique à l'alimentation. Donc, pour ceux qui n'ont pas cette notion, globalement, notre corps, il a besoin d'être alimenté toutes les 4 à 5 heures. C'est pas que pour les bébés, mais nous aussi, en tant qu'adultes, nous avons besoin d'avoir une source de calories, on va dire, apportées régulièrement par notre corps. Et ce que l'on constate, c'est que si on n'a pas cette mécanique régulière, on va avoir cette mécanique d'urgence qui va pouvoir se mettre en place. Donc globalement, on aurait une échelle de grandeur sur les sensations alimentaires, que ce soit la faim ou l'envie, qui va devenir de plus en plus importante et de plus en plus urgente. Donc du coup, augmenter cette mécanique de compulsion ou d'envie irrépressible de manger. L'idée, du coup, c'est d'apporter un cadre un petit peu, je vais pas dire strict, mais un petit peu scolaire quand même, pour que la prise alimentaire permette d'éviter tout ce qui est grignoterie dans la journée. En fonction des cas, bien entendu, c'est le
travail du diététicien d'adapter le plus possible. Et donc, s'il y a besoin de fractionner davantage, il n'y a pas de souci. Ce qui est intéressant, c'est d'apporter une prise alimentaire qui va pouvoir venir combler cette oralité dont on parlait tout à l'heure, pour que justement, il n'y a pas cette émotion qui vienne se mêler là-dessus. Donc, globalement, pour le faire le plus simplement possible, on part sur 3 repas, une collation dans l'après-midi. Donc, je vous ai fait un type de répartition très scolaire, mais en tout cas qui peut être assez cohérent quand même. À savoir que l'adaptation au mode de vie est essentielle pour le patient. On peut avoir des patients qui ont un emploi en horaire décalé, des enfants à gérer, des horaires de boulot qui peuvent être un petit peu compliqués. Donc, c'est par l'adaptation qu'on va pouvoir avoir le plus de résultats positifs. La rythmique limitera les mécaniques compulsionnelles, donc c'est ce que je vous disais. Et l'idée, c'est de mettre un travail en place autour du psychocomportemental, comme je pouvais l'afficher là avant. On a vraiment un travail qui est très souhaitable. Donc, moi, j'aime beaucoup travailler sur les patients en sevrage tabagique, à stimuler tout ce qui est autour de la mastication pour venir valoriser l'oralité. D'où l'intérêt, à mon sens, de mettre des légumes à tous les repas et des petits aliments qui sont masticables à la fois au petit déjeuner et à 4 heures, même si forcément la faim n'est pas toujours ici. Mais en tout cas, ça sera une mécanique de prévention, si vous voulez, par rapport au grignotage, puisque notre but premier dans cette mécanique préventive, ça va être d'éviter les grignotages et que l'habitude s'installe ainsi. Alors, je vous ai fait une répartition très basique avec toutes les catégories d'aliments nécessaires. Il y a simplement les matières grasses que j'ai pas précisées, mais globalement, il y en a à tous les repas. D'ailleurs, ce sera très intéressant d'évaluer le sujet sur ma dernière diapo. Vous verrez qu'il y a des petites études qui sont assez sympas sur notamment les oméga 3. La seconde mécanique, ce serait plutôt la prise en charge curative, où on est sur une population qui a déjà arrêté de fumer et qui a subi une prise de poids. Alors c'est vrai qu'en cabinet, on voit bien souvent des prises de poids qui sont plutôt marquées. On est entre 15-20 kilos. J'ai pas de statistiques à ce sujet, mais en tout cas, c'est ce que l'on constate au cabinet. Et globalement, on a vraiment des erreurs alimentaires qui se sont positionnées dans le quotidien de nos patients, avec beaucoup de grignotage, des hyperphagies. Donc, c'est des quantités qui sont beaucoup trop importantes par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de consommer auparavant. Et bien souvent, des choix alimentaires qui se sont un petit peu différés. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, plus de sucré et plus de salé par rapport au goût, mais également par rapport à cette mécanique comportementale. Donc, notre travail premier, ça va être de rééquilibrer l'alimentation. Alors, le modèle, il reste toujours celui-ci. De toute manière, ça, c'est l'équilibre le plus scolaire possible. Et donc, on peut mettre en parallèle un travail sur les sensations alimentaires. Le travail autour du carnet alimentaire est quelque chose qui est très intéressant parce que l'on va pouvoir impliquer complètement notre patient. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'être une mécanique d'autocorrection. Celui-ci va pouvoir se rendre compte éventuellement d'une évolution de ses portions, éventuellement d'une évolution de ses compositions, éventuellement ses sensations alimentaires qui évoluent plus ou moins dans la journée, plus ou moins sur la semaine. Et notre travail, ça va être de pouvoir identifier les moments les plus compliqués pour lui. Alors, j'ai souvent la sensation que on est sur... c'est un travail, ça sera intéressant d'aborder le sujet avec toi, Sandra, après, mais qu'il y a des cigarettes dans la journée qui sont très importantes pour le patient. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment sur ces mécaniques-là. Où le patient va continuer à avoir besoin de cette oralité sur ces mêmes moments-là. Donc, ça peut être intéressant vraiment d'être dans cette adaptation au niveau de son rythme alimentaire sur ces moments qui sont les plus importants pour lui. Donc, l'équilibre alimentaire, je vous ai fait le petit topo en corrélation avec les recommandations de santé actuelles. Donc, on a vraiment 5 catégories d'aliments essentiels. Donc, on a les fruits et les légumes, les viandes, poissons, œufs, les produits laitiers, les boissons, les féculents dans lesquels on a une petite aparté sur les légumineuses puisqu'elles sont à privilégier 2 fois par semaine. Et ensuite, on a tout ce qui est produits sucrés ou sucrés et gras, plus les matières grasses ajoutées et le sel sur lequel il faut faire attention. Donc, je vous ai mis des petites répartitions. Globalement, c'est notre répartition qui va se caler là-dessus. Il n'y a pas vraiment de rythmique à respecter si on arrive à trouver un cadre avec le patient. Du moment que tout ça est réparti correctement, c'est l'essentiel pour nous.
Alors, on peut avoir quelques petites aides en micronutrition. Donc, on a vraiment cette mécanique qui peut être assez accompagnante, j'ai envie de dire, et pas forcément déterminante, mais accompagnante. On sait que, par exemple, la nicotine va avoir tendance à augmenter l'oxydation du corps. Et que le fumeur a un taux de vitamine C qui va être un peu plus compliqué à assimiler. Il y a des études récentes qui ont été faites en Israël sur les oméga 3, où on avait supplémenté donc les patients en sevrage tabagique avec des oméga 3, donc notamment des EPA et des DHA, pardon. Et ça avait montré sur 3 mois qu'il y avait une réelle réduction de la dépendance à la nicotine et sur le plus long cours, une mécanique qui était plutôt positive sur le maintien de ce sevrage tabagique-là. Donc c'est une piste qui est assez intéressante et en plus ça correspond aux nouvelles recommandations de l'État sur l'équilibre des acides gras. Donc globalement compléter notre alimentation avec de la vitamine C, des oméga 3 de qualité. Donc c'est pas forcément prendre des compléments alimentaires, mais en tout cas être relativement attentif à cette présence. Donc si j'en reviens à ma répartition, c'est tout l'intérêt à mon sens qu'il y ait des légumes et des fruits dans l'alimentation. Hein. Comme on voit, j'en ai mis le midi à 4 heures et le soir. Mais l'idée, pour vous donner un petit exemple, sur la vitamine C, on est à peu près à 110 mg en apport nutritionnel conseillé, pardon. On est à peu près à 110 mg par jour et un kiwi en apporte 82. Enfin, une portion de kiwi 100 grammes. Donc du coup, on arrive carrément à avoir une teneur en vitamine C dans notre alimentation quand même assez suffisante pour venir combler les besoins si on arrive à mener cette présence de catégorie d'aliments là dans notre alimentation. Je fais peut-être une aparté, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la vitamine C est une vitamine qui est hydrosoluble et qui craint la chaleur, la lumière. Donc du coup, quand on cherche à avoir des légumes frais à la maison, il faut essayer de faire régulièrement les courses. Peut-être tous les 3 jours, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Sinon, les légumes surgelés sont plus intéressants. On a en petite aide de micronutrition, on peut avoir le chrome qui peut être un accompagnement possible si les compulsions sont vraiment sucrées. Alors le chrome est un cofacteur de l'insuline. Sur les études, on a des études qui vont dans le même sens et d'autres qui disent qu'il n'y a pas d'effet plus marqué que ça. Ça vaut le coup parfois d'essayer avec le patient. Sachez également que bon, c'est un micronutriment qu'on retrouve dans beaucoup d'aliments. Ça peut être dans les abats, par exemple, dans le jaune d'œuf, dans les oléagineux, le chocolat noir. Ça rejoint un peu les compulsions. Idem pour le magnésium, ça peut être un petit plus sur les cas de nervosité. En tout cas, ça peut accompagner le patient justement dans cette mécanique un petit peu plus émotionnelle. Et puis, il y a pas mal d'études qui sont sorties sur les probiotiques. Donc, globalement, ce qui est constaté, c'est qu'on a une augmentation de la diversité microbienne à l'arrêt du tabac. Donc, ça vaut le coup peut-être de prévenir ce changement de la composition du microbiote en cours de sevrage tabagique par une prise en charge de probiotiques. Globalement, chez le fumeur, on a une augmentation des firmicutes. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les probiotiques, mais les familles de microbiotes. Mais bon, on a une augmentation des firmicutes et des actinobactéries, et on a une faible quantité des bactéroïdetes et des protéobactéries. Donc bon, ça reste intéressant d'étudier toujours le sujet. Globalement, il y a des parallèles qui sont faits avec les sujets en obésité. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une piste ou pas? Gros point d'interrogation, mais en tout cas, ça vaut le coup de travailler à prévenir ce changement de composition du microbiote pour les personnes en cours de sevrage tabagique. Il n'y a pas de nom particulier parce que ça va toujours dépendre, si vous voulez, de comment est-ce que comment est la physiologie du transit du patient. Il y a beaucoup de laboratoires qui font aujourd'hui du microbiote, donc ça vaut le coup d'adapter ça. Alors en laboratoire, on a quoi on a Piège, on a Nutergia, on a plein de petits labos comme ça. Après, arriver vraiment sur une marque particulière, enfin sur un microbiote particulier, c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de souches et que c'est plus intéressant à travailler au cas par cas. À quel moment on le propose?
Il faut le prendre une fois par jour. Globalement, le microbiote, il a une durée de vie de 48 heures. Donc, pour commencer, quand on est sur un travail comme ça, sur le long cours, on peut peut-être travailler au moins sur un mois, tous les jours, puis après, peut-être espacer un jour sur deux, en fonction de comment ça se passe pour le patient, mais en tout cas, pas plus de 48 heures. À levure, on n'est pas sur des probiotiques, on est sur de la levure, donc ça va être intéressant éventuellement sur des transits accélérés. Mais là, dans ce cadre-là, je ne suis pas certaine que ce soit intéressant. Et kéfir et kombucha, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais dans le même ordre que les prébiotiques, en fait. Donc, tout ce qui va venir nourrir le probiotique. Les légumes, toutes les fibres, etc. Il faudrait voir vraiment ce qui se joue derrière. Depuis quand elle a arrêté de fumer? Est-ce qu'elle n'a pas développé une dépendance comportementale à la nicorette? Tout dépend depuis quand elle a arrêté, comment, où elle en est. Voilà, il faut vraiment, à ce moment-là, si vraiment ça coince, il faut refaire le bilan avec un tabacologue, voir son circuit, on va dire, son parcours au niveau du sevrage et voir où ça coince en fait. Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'est de l'alimentaire, bon, ben, de se former à ça, il n'y a pas de problème. Si c'est une dépendance comportementale, les TCC peuvent permettre de régler le problème. Si c'est vraiment à distance et si c'est une dépendance comportementale, mais plus psychologique, qui s'est installée suite au sevrage, parce qu'il y a des personnes, ils ont beau ne pas avoir de syndrome de sevrage, ne pas souffrir, il reste comme l'impossibilité de se retrouver sans rien. Il y a un vide qui n'est pas forcément rempli, qu'ils n'ont pas encore réussi à combler, soit par un peu plus d'assurance, soit avec un travail. Quelle est l'utilité? Qu'est-ce que venait remplir le tabac dans leur vie? C'est pas ça en fait. Ben, on peut donner ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc, d'où l'intérêt de savoir ce qui se joue derrière ce comportement. Et puis, effectivement, après, on peut orienter. Alors moi, je fais pas que de l'hypnose, je fais pas que de l'arrêt du tabac en hypnose, tout simplement parce qu'il y a des personnes qui viennent pour d'autres soucis, d'autres problèmes, notamment de stress ou de manque de confiance, etc. Et en fait, quand on s'est rendu compte que quand on a travaillé là-dessus, ben après, le tabac, il s'est arrêté tout seul. Donc, tout est imbriqué. Effectivement, il faut le voir plus large. C'est peut-être autre chose que des compulsions alimentaires ou de dépendance à la nicotine. Il n'y a pas de dépendance pharmacologique, on va dire aussi. Il y a une dépendance comportementale aux formes orales. Hein. Donc, c'est plus psychologique, c'est plus comportemental. C'est plus l'idée de se dire on va se retrouver sans rien, on va replonger. Les substituts nicotiniques n'apportent pas de shoot. Hein. C'est l'intérêt d'en prendre, justement. Même en forme orale, un shoot, c'est 7 secondes. Un shoot de nicotine, c'est 7 secondes dans le cerveau. Quand vous prenez une patch, alors le patch, n'en parlons pas, c'est sur 24 heures qu'il diffuse, donc il n'y a pas de shoot, on est d'accord. Mais les formes orales, elles vont apporter une dose de nicotine entre 15 et 30 minutes. Il n'y a pas de shoot à la nicotine. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des personnes dans leur... et ça rejoint ce que disait Audrey sur ce transfert. On voit bien qu'il y a un transfert sur l'alimentaire. Il y a des gens ils ont besoin de finir leur repas avec une cigarette. Ils vont avoir besoin de finir leur repas avec une douceur. Et là, il y a des personnes qui auront plus la cigarette, mais qui auront besoin de garder, par exemple, leur nicorette ou leur bonbon, leur pastille. Donc, ce qu'on fait quand on analyse ça après en tabaco et qu'ils reviennent pour en fait comprendre pourquoi ils sont restés dépendants à la forme orale, on essaie de faire comme avec la cigarette. En fait, on met des substituts, on met des leurres, on fait diversion avec d'autres choses. On peut même, en général, je propose de prendre des bonbons à la place pour qu'ils se rendent compte que ça vient combler la même chose sans avoir forcément l'apport en nicotine. Donc, c'est autre chose, ça ne se joue pas au niveau de la dépendance chimique, là. C'est plus comportemental et psychologique. Alors, globalement, ce qui se passe avec
de la nicotine et même de la fumée de cigarettes, c'est qu'on va vraiment avoir une production de radicaux libres et donc ce stress oxydatif qui va être engendré, qui va être là. Et le corps utilise la vitamine C pour lutter contre ça. Donc on sait vraiment qu'il va y avoir un intérêt sur les agents toxiques de la fumée du tabac, ça va augmenter la synthèse des cellules endothéliales de l'organisme, il va y avoir un impact aussi sur la fumée, si vous voulez, elle va augmenter le taux de protéines réactives dans le corps et la vitamine C elle va venir aider à réguler cette mécanique-là. Donc globalement, le fumeur va avoir besoin, parce qu'il utilise beaucoup plus la vitamine C, va en avoir besoin davantage. Et il y a aussi certains documents qui tendent à prouver que utiliser de la vitamine C, ça a vraiment réduit les facteurs de risque et ça aide à l'arrêt du tabac. Oui, alors j'ai pas d'études sous la main, mais ne serait-ce que pour gérer le stress, les émotions. On sait que le stress, les 32% des personnes qui ont repris la cigarette, c'est parce qu'elles ont été exposées à un stress. Alors là, on n'en a pas parlé, mais cette question du stress, on aurait pu en faire un webinaire aussi, dans le sens où il y a une méconnaissance aussi du processus de tabagisme sur le cerveau. Et au niveau du stress, il y a cette idée vraie et fausse, il faut la nuancer, que la cigarette va apaiser le stress. Donc ça, c'est resté ancré énormément. Donc c'est quelque chose qu'on explique tout le temps dans toutes les consultations. C'est quelque chose qu'on réexplique. Le tabac, c'est pas un calmant, c'est un excitant. On a la sensation que ça va calmer le stress parce que quand on est en manque, on est stressé. Quand on est en manque, on n'est pas bien, on a du stress. Du coup, on prend une cigarette parce qu'on est en manque et on a l'impression que ça va nous calmer. D'où l'effet anti-stress qui est complètement ancré dans les croyances. Et du coup, on pense que alors qu'en fait, c'est la cigarette qui crée ce stress, qui n'aurait pas été là s'il n'y avait pas eu de manque. Donc, c'est vrai que c'est une fausse idée qui perdure et le fait de faire de l'activité physique, c'est largement documenté sur l'efficacité et surtout sur la gestion des émotions, de ces tensions, en plus bien sûr de l'effet dépense énergétique et qui limite la prise de poids. Donc on propose toujours une activité légère, une demi-heure de marche simplement, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, pouvoir sortir maximum à pied pour pouvoir limiter la prise de poids et ça marche très bien. Je pense que ça va dépendre de l'objectif du patient au moment de la consultation. Peut-être que Sandra aura une construction plus importante parce que moi je les récupère en majorité après. Mais je pense que ça dépendra de l'objectif du patient. Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Quelle est sa valeur principale? Est-ce que ça va être gérer d'abord son alimentation, son poids ou alors arrêter de fumer? Tout à fait d'accord. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Ça va vraiment dépendre de sa motivation, parce que c'est la motivation qui est un des éléments les plus importants on va dire, de ce qui va faire la réussite du tabagisme, de l'arrêt, pardon, du sevrage. Donc, c'est vrai que tout dépend ce qui va être le plus important pour cette personne à ce moment-là. Est-ce que pour elle, ça va être essentiel d'abord de maigrir parce qu'elle s'imagine même pas en prendre un de plus, 1 kilo de plus, ou est-ce que ça va être d'abord d'arrêter le tabac. Ensuite, faire les deux en même temps, c'est pas conseillé du tout parce que deux privations, ça va pas fonctionner. Ça peut être très compliqué. Par contre, si vraiment c'est d'abord essentiel d'arrêter le tabac, on met bien sûr un suivi alimentaire immédiat avec une professionnelle de l'alimentation. Et à ce moment-là, on peut au moins garantir qu'on va limiter la prise de poids. Si ce n'est que dans ces moments-là, comme on se rend compte que souvent il y a eu de très mauvaises habitudes alimentaires, ça suffit pour que la personne constate qu'en fait elle perd du poids. Donc c'est sûr que c'est très intéressant de pouvoir mettre en place un suivi comme ça sur ces deux actions, sur ces deux problématiques, ça peut se faire.
Peut-être juste aborder effectivement cette mécanique de représentation que l'on aborde souvent en éducation thérapeutique, mais le patient vient toujours avec ses représentations, et si effectivement pour lui fumer c'était une manière de ne pas prendre de poids, c'est quelque chose qui va être à travailler en priorité. Tout dépend de la dépendance. D'abord, il faut vraiment évaluer la dépendance chimique. Une fois qu'on a évalué la dépendance chimique, le choix de la forme, elle va dépendre des croyances, de ce que veut la personne, mais aussi d'une certaine logique dans la thérapeutique. S'il y a une grosse dépendance, c'est toujours intéressant de mettre un patch pour le fond et de compléter avec des formes orales. Maintenant, passer de l'un à l'autre, le seul cas où je vois qu'on va pouvoir abandonner non, on peut abandonner, si vous voulez, les patchs pour pouvoir passer aux gommes parce qu'il y a une réaction allergique, par exemple. Et encore, ça se règle toujours. Il suffit de consulter. Il y a toujours des moyens de régler ce problème-là. Par contre, de passer des gommes au patch, je ne saisis pas trop l'intérêt. Parce que au lieu d'avoir un dosage de nicotine sur la journée très ponctuel et réduit, finalement, on va avoir une dose de nicotine répartie sur toute la journée. Je ne sais pas, il faut voir dans quel cas est-ce qu'on peut faire ça. Enfin, quel est l'intérêt de faire ça à ce moment-là? Les deux ont de l'intérêt, c'est ce qu'on explique aux gens. Déjà, on montre le mécanisme du shoot, on explique comment fonctionnent les substituts nicotiniques. Et puis, il faut jouer aussi, là c'est pareil, dans l'éducation thérapeutique, il y a beaucoup d'idées aussi qu'il faut des freins et puis des croyances sur les substituts qu'il faut déjà casser et puis remettre à plat. Et après, on va choisir une combinaison, soit le patch tout seul, soit des substituts, soit des formes orales. La combinaison, c'est sûr que c'est l'idéal de faire les deux en même temps. Mais ça va dépendre vraiment de la personne et de ce qui va ressortir du bilan tabagique. Réellement, non. Parce qu'en fait, ils repèrent très facilement du poids à la reprise du tabac. Hein. Donc la mécanique, elle marche très bien. Au niveau du poids, je dirais que non. J'ai pas d'études, mais sur la pratique, non. J'ai pas vu par exemple, alors peut-être sur du long terme, oui, c'est-à-dire quelqu'un qui a arrêté 5 ans, qui a pris 10 kilos et qui en a gardé 5 par exemple, et puis qui veut arrêter, bon voilà, mais on dit souvent que sincèrement, dans la pratique, quelqu'un qui a arrêté tout seul, sans aide, sans traitement de substitution, il a quand même beaucoup plus de chances d'avoir des problèmes de poids, alors que quand c'est encadré, quand vraiment ils sont suivis, moi, dans ma pratique, j'ai eu personne qui a pris 15 kilos, jamais. Et je vois quand même beaucoup de fumeurs. Je peux compléter. La prise de poids, elle est toujours plurifactorielle. Donc, pas forcément le sevrage tabagique, forcément, dans ce moment-là. Ça peut être des anxiétés plus marquées ou des choses comme ça. Mais je suis comme Sandra, je suis pas certaine que d'essayer d'arrêter de fumer plusieurs fois, c'est quelque chose qui va engendrer une prise de poids. J'ai presque envie de dire au contraire, parce qu'il viendra à chaque fois avec une nouvelle expérience et une nouvelle expertise. Alors, c'est ce qu'on appelle le Ziban. Hein. C'est comment ça s'appelle, un antidépresseur. Et effectivement, dans la pratique, ils se sont rendus compte que ça entraînait une baisse de poids, pardon, et un amaigrissement des personnes qui l'utilisaient, puisqu'à la base, il était utilisé en psychiatrie. Il y a eu une perte de poids qui pouvait aller jusqu'à 6 kilos hein, sur des personnes. Et ils se sont en même temps rendus compte que les personnes avaient arrêté de fumer spontanément presque. C'est comme ça qu'ils ont découvert en fait l'efficacité du Ziban sur l'arrêt du tabac. Après, l'utiliser que pour une perte de poids, ça avait été envisagé, mais ça a été abandonné parce que ça c'est pas quelque chose qu'ils utilisaient sur du long cours. Donc, a priori, il y aurait eu des incidents avec ce produit-là. On l'utilise en tabacologie, on l'utilise pratiquement plus du tout. Plus du tout, parce qu'il y a eu le
le Champix qui est apparu et qui a été vraiment fabriqué, on va dire, indiqué pour l'arrêt du tabac. Donc, le Zyban, on l'utilise. Enfin, moi, je ne l'ai plus jamais vu. Les médecins ne le prescrivent plus du tout. Il n'y a pas de lien qui montre que ça fait perdre du poids, mais par contre, il y a un lien clair qui limite la prise de poids, parce que ça limite le syndrome de sevrage. Donc ça, c'est établi, il n'y a pas de souci avec ça, c'est un lien qui est établi. Plus vous souffrez du manque, donc plus vous avez un syndrome de sevrage marqué, plus vous allez compenser, notamment par alors en dehors du fait que ça va augmenter l'appétit, il va forcément y avoir des compensations alimentaires. Oui, alors un coupe-faim, ça n'a pas vraiment été... À un moment donné, on disait même que c'était anorectigène. En fait, coupe-faim, d'abord, c'est hyperglycémiant, donc il y a moins la sensation. Ensuite, il y a un taux de leptine qui est un peu plus important, c'est-à-dire que l'hormone de la satiété, donc qui s'occupe de réguler la réserve des graisses et l'appétit, serait plus importante chez les fumeurs. Voilà, bon, c'est une piste, hein, mais l'effet vraiment coupe-faim et l'effet anorectigène, c'est pas vraiment démontré. Par contre, effectivement, pendant qu'ils vont fumer, ils vont pas manger. Et comme c'est sur le même circuit, alors en dehors du fait que, comme on a dit, ils ont moins de prédisposition, ils ont moins de goût, moins d'odorat, donc moins envie de manger et qui peuvent facilement se passer ils préfèrent parfois fumer que de manger. Donc c'est ce qui fait qu'il y a moins de faim. Et comme c'est sur le même circuit de la récompense, il va y avoir une satisfaction qui va être validée en quelque sorte et qui va leurrer un petit peu le cerveau, quoi. On a une consommation bien plus souvent plus salée et plus sucrée du fait des saturations, de l'obstruction des papilles par la nicotine. Donc un fumeur va manger plus sucré, plus salé qu'un non-fumeur. Pour revenir sur les papilles, c'est quelque chose qui rentre dans l'ordre très rapidement à l'arrêt du tabac, hein. Les papilles se renouvelant à peu près tous les 10 jours, on a des infos qui remontent ou avec une amélioration constatée au bout de 2 à 15 jours. Ce qui peut expliquer le retour à la gourmandise aussi, hein. Moi, je pense que oui, totalement. Oui, Totalement, oui, les deux vont de ça pair de toute manière. Les prises en charge pluridisciplinaires sont celles qui fonctionnent le mieux. Oui, effectivement, il faut pas s'en priver dès qu'on peut, il faut le faire. Je vois aussi là, une question là, sur les diététiciens qui ont le droit de prescrire des substituts nicotiniques. Je précise qu'il y a de plus en plus de diététiciens qui sont aussi tabacologues et qui malheureusement ne peuvent pas prescrire de substituts nicotiniques. En tant que diététicien, on n'a aucun droit de prescription sauf les CNO dans le cadre d'une structure donc hospitalière ou maison de retraite ou service de soins, quoi. On n'a aucun droit de prescription, donc même avec la casquette tabaco, effectivement, c'est pas possible. Depuis déjà, je ne vais pas me tromper, mais ça fait presque 3 ans, nous avons l'autorisation, donc les infirmières, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, nous pouvons prescrire des substituts nicotiniques sans problème. Alors, il faut avoir un numéro ADI, hein, bien sûr, pour pouvoir la poser sur l'ordonnance. Alors, en hospitalier, je ne sais pas si vous en avez, mais en libéral, il n'y a aucun problème pour faire des prescriptions de substituts nicotiniques. Voilà, après, il faut mettre la forme, hein, qui est choisie, la forme, les quantités et la durée. Il faut le remplir. Bon, il y a quelques critères bien définis, mais effectivement, vous pouvez absolument, depuis au moins 2 ans, prescrire des substituts nicotiniques. Sur la forme, après, ça va être vraiment, ça va dépendre
personne de ce qu'elle veut, des goûts, de ce qui lui semble utile ou pas. Est-ce qu'on va mettre en tâche? Est-ce qu'on va mettre... Et puis ça va dépendre surtout de sa quantité, enfin, l'importance de sa dépendance chimique, bien entendu. Mais il m'est arrivé pour des dépendances faibles, faibles, où on aurait pu se passer de substitut, mais où il y avait un souci, vraiment une angoisse par rapport à la prise de poids, de prescrire des formes orales. Ouais. Globalement, c'est décupler l'essence. La pleine conscience, elle sert à décupler l'essence. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de le recentrer sur tout ce qu'il va pouvoir ressentir au niveau de son nez, de sa bouche, des goûts, des textures, etc. Et comme on a pu envisager effectivement cette altération au niveau de l'olfactif et du gustatif, ça peut être très intéressant pour le patient de retravailler cet apprentissage-là au niveau des goûts. Donc en outil, on a vraiment la dégustation. On peut la faire aussi en hypnose. Hein. On peut faire des dégustations hypnotiques dans cette mécanique-là aussi pour essayer de décupler complètement les sens du patient et le reconnecter un petit peu à lui-même. L'alimentation à pleine conscience, on peut le proposer à tout le monde, même une personne qui n'a pas de souci de sevrage tabagique. C'est quelque chose qui va lui permettre de prendre plus conscience de ce qui se passe dans sa bouche, ça peut même être dans sa gorge et tout, parce qu'à la déglutition, il peut se passer beaucoup de choses. Et globalement, ce qui est documenté dans l'alimentation en pleine conscience, c'est que ça permet vraiment d'éviter tout ce qui est compulsionnel, en fait, hein, d'être pleinement présent à soi. Hein. Donc, dans toutes les mécaniques compulsionnelles, globalement, l'alimentation en pleine conscience sera quelque chose de fonctionnel. Ça pourrait être intéressant, mais ça pourrait être faussé par ce côté olfactif. Bon, après, c'est que 14% a priori des fumeurs qui ont une altération de l'olfactif. En tout cas, sur le gustatif, on a vraiment une mécanique où on a l'obstruction des papilles. Donc, ça peut être intéressant, mais je suis pas certaine qu'on ait toutes les capacités de la personne. Mais oui, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication en tout cas ou de mécanique. Je sais pas si Sandra a des infos là-dessus, mais qu'il n'y a pas de mécanique en tout cas qui irait dans le mauvais sens. C'est complètement recommandé. La pleine conscience, c'est même... moi, je leur demande quand ils sont dans un moment de réduction, où ils n'ont pas forcément envie d'arrêter complètement, je leur demande de fumer en pleine conscience aussi, de comprendre ce qui se joue. Et pourtant, c'est pas au niveau de l'alimentaire, c'est pas forcément pour quelque chose de positif, mais la pleine conscience, c'est vivre dans le présent et savoir vraiment ce qui est en train de se jouer, qu'est-ce qui se passe. Pas forcément pour le goût, pour savourer, hein, parce que le tabac en lui-même, il a rien d'agréable, ils le disent tous, hein. Mais comprendre pourquoi, à un moment donné, on va fumer, qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est le soir, pourquoi c'est le matin, pourquoi... Qu'est-ce que ça apporte? Voilà, le rôle, la fonction, parce qu'avant d'enlever quoi que ce soit, il faut toujours se poser la question du rôle que peut avoir, que ce soit la compulsion alimentaire ou tabagique ou autre. Pour pouvoir le régler, il faut savoir qu'est-ce qui se joue et qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Et l'objectif, c'est vraiment couper les pilotes automatiques, en fait, et que ce soit dans la mécanique alimentaire ou dans le tabac, on voit vraiment que le comportement, il est assez similaire au niveau à ce niveau-là, ça c'est clair. Sandra, Audrey, je vous remercie. Je vous remercie aussi les participants pour votre présence et votre participation. Peut-être que je conclurai cette journée avec les conclusions et les recommandations qui sont faites par la Haute Autorité de Santé. Donc, il y a toujours des bénéfices à l'arrêt de la consommation de tabac sur le risque cardiovasculaire et qu'il est significatif même en cas de prise de poids. En termes de recommandations, la HAS invite à anticiper les symptômes de sevrage dont on parlait, dont les troubles de l'humeur, l'insomnie, colère et également l'augmentation de l'appétit pour ne citer que. Qu'il faut orienter vers un spécialiste TCC au besoin, qu'on peut également inscrire l'arrêt du tabac dans un projet plus large de l'amélioration de la santé et du bien-être dont le patient va être vraiment le principal acteur.
Surveiller le poids, bien entendu, conseiller aux patients des méthodes de thérapie non médicamenteuses, donc on parle ici de diététiciens, également de pratiques d'activité physique ou peut-être un suivi psychologique si besoin. De conseiller d'utiliser les traitements de substituts nicotiniques. Donc, sur le document de la HAS, il y a un faible niveau de preuve, mais je pense que des travaux peuvent continuer là-dessus. Et en complément, de faire attention aux consommations qui peuvent s'ajouter quand on arrête, c'est-à-dire, il part notamment des consommations alcool, cannabis et autres substances. Donc, également, au-delà des consultations de professionnels qui peuvent être proposées, il peut être aussi intéressant d'orienter vers des outils numériques tels que Tabac Info Service, avec tout ce qui est du coup partage d'expériences ou encore e-coaching. Il y a l'annuaire aussi des tabacologues si besoin. Et également le site Manger Bouger, qui propose du coup des idées de menus, des recettes, des exercices physiques qui sont à faire du coup à la maison. Donc voilà, c'était les quelques éléments que je voulais mentionner pour conclure et puis vous dire que du coup ce webinaire sera prochainement disponible en ligne sur le site du CRES, sur la chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous du coup le 11 mars sur sevrage tabagique et approche complémentaire, et nous allons notamment aborder tout ce qui concerne les méthodes que certains qualifient d'alternatives, comme l'hypnose par exemple dont on a parlé. Ce sera avec le docteur Isabelle Weinberg, qui est praticien hospitalier, addictologue, tabacologue, donc dans le Vaucluse. Je vous remercie et puis dans l'attente de se revoir, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup.